Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. De quoi on va parler aujourd'hui, Jérôme? Dis-moi, Alors, on est en ligne. Yes, bon, on espère déjà dans un premier temps que le premier podcast vous a plu sur les bases de l'investissement. Réellement, comme disait avec Mathieu, le but c'est de reprendre les fondations de l'immobilier, parce qu'on a beaucoup de questions qui nous paraissent complètement anodines pour nous. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent des interrogations sur les fondations de l'immobilier, sur du classique. Donc la dernière fois, c'était réellement les bases. Et aujourd'hui, on va parler des différents types d'investissements. Donc, Dieu sait que les fondations, c'est important dans l'immobilier. Exactement. Exactement. Avant de faire une maison, on fait des fondations et ensuite vous montez les murs. Et là, voilà, les fondations, on est en train de les faire. Et après, on va pouvoir monter les murs tous ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler de la location, des différents types de location, premièrement. Et ensuite, qu'est-ce qu'est le métier de marchand de biens? Pour vraiment différencier les deux types d'activités, la partie location et la partie marchand de biens. Donc j'ai au début, c'est pas des questions que j'ai, c'est juste les différents types de location qu'on peut avoir. Et ensuite, j'ai 3 questions qui ont été posées, qu'on va pouvoir poser au fur et à mesure. Nickel. Et ça va être un épisode relativement rapide, normalement. Enfin, rapide. Ouais, on va essayer de faire 45 minutes par là. 40-45 minutes, ouais, on essaie de faire un peu plus court et rapide, efficace, et de garder une petite trame. Donc, premièrement... Juste pour moi, c'est le bordel. Et il y a des chances que les chiens aboient à un moment, parce que dès qu'ils voient quelqu'un passer ce matin, ils ont le démon, donc je couperai le micro. Pas de problème. Et on a décidé de faire une version où on se casse plus la tête à faire vraiment des intros en direct dans le sujet, comme ça. C'est clair, c'est net, c'est précis, vous savez tout de suite de quoi on parle. Tout à fait, ouais, apparemment ça vous a plu. Moi j'ai eu quelques retours du premier, ça a plu. On a été direct à l'essentiel et pour les débutants, apparemment c'est très bien, c'est très clair. Donc on va essayer de continuer comme ça. Donc première chose, on va parler de la location classique, mais en nu, la location nue. Qu'est-ce que toi, Mathieu, déjà tu en penses et qu'est-ce que c'est la location nue? La location nue, c'est quoi? C'est tout bêtement, tu loues un logement sans rien dedans. Juste les murs, le sol, enfin un logement sans aucun meuble, même pas forcément de cuisine. Ce qui est fou, c'est qu'on a un peu oublié, mais à une époque, les logements nus étaient loués sans cuisine. Tu avais un évier, puis après, il fallait les démerder. Donc maintenant, on met au moins les cuisines, c'est vraiment le minimum, mais location nue, c'est vraiment ce qui est le plus basique, c'est louer un logement sans aucun aménagement à l'intérieur. Les gens mettent leurs meubles, mettent leur déco et s'occupent de tout faire. C'est plus simple à gérer que la location meublée parce que tu n'as pas cette gestion de dégradation des meubles, tu n'as pas besoin de monter tes canapés et tout, donc ça c'est plus simple. Par contre, gros malus fiscal quand tu es en nom propre, c'est le régime où tu te fais le plus éclater. Je vais rester poli, mais c'est du vol en bande organisée quasiment. En fait la location nue, ça peut être, on va dire, utile pour faire du déficit foncier. Beaucoup de gens l'utilisent pour faire du déficit foncier parce que déficit foncier, en gros, l'avantage de ça, c'est que ça te permet d'avoir des charges en face. Parce que qu'est-ce qui est important quand on est en nom propre ou en société, mais notamment en nom propre, comme a dit Mathieu, c'est d'avoir des charges en face des bénéfices pour essayer de baisser au maximum l'imposition qu'on va avoir à la fin de l'année. Si jamais vous faites de la location nue, donc vous louez un appartement qui est réellement nu, qui n'a pas de meubles, qui n'a rien du tout, et que vous obtenez du coup des loyers et qu'en face de ces loyers, il n'y a réellement pas de charge, à la fin de l'année, vous allez vous faire désosser par les impôts. Donc, ce régime fiscal, on va dire, la location nue, pour nous, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille habituellement et pour de l'investissement immobilier. Ça peut être, on va dire, ça peut être mis en place pour des logements qui sont plus faciles louables en nu plutôt qu'en meublé. Moi, j'entends par là, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais je pense que si tu loues un T4 ou si tu loues une maison, c'est peut-être plus facilement de louer un T4 ou une maison nue parce que c'est des familles qui ont leurs meubles en général et qui ont besoin de mettre leurs meubles pour se sentir un peu plus chez eux. Un studio ou un T2,
réellement, il n'y a aucun intérêt de faire de la location nue dessus parce que ça sera des étudiants habituellement, ou alors des jeunes cadres, des jeunes travailleurs. Et ce qu'ils veulent, c'est poser leurs valises et pas s'embêter. Ouais, après, ça se loue quand même bien, mais c'est juste Ouais. qu'en nom propre, tu te fais tellement désosser. Et le déficit foncier, oui, ça permet d'économiser des impôts tout de suite, mais on va pas rentrer dans le détail là. En vrai, c'est Ouais, un piège, c'est un parce piège. que fiscalement, avec le mécanisme d'imposition, enfin, comment dire, l'impôt, je vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais juste pour comprendre, quand on loue un logement nu en nom propre, on est fiscalisé aux revenus fonciers qui sont fiscalisés sur notre rente marginale d'imposition, plus la CSG CRDS de 17%. Donc Jérôme et moi, on est fiscalisés globalement à 30%, ou en tout cas quand on était salarié, c'était le cas. Donc les revenus sont fiscalisés à 30%. En plus, ouais, logement nu, il n'y a quasiment pas de charge. On a les intérêts d'emprunt, la taxe foncière et basta, il y a rien comme charge. Mm. Donc on est fiscalisé à 30%, plus les 17% de CSG, CRDS qui font bien plaisir. Le problème du déficit foncier, il faudrait faire un épisode là-dessus complètement, c'est que ça permet de réduire uniquement la partie fiscalisée à la TMI. Et en fait, on perd 17%. Tout ce qu'on passe en déficit foncier, finalement, on perd 17% d'avantage fiscal pour plus tard. Donc c'est quand même pas ouf. Et le schéma qu'on retrouve souvent dans les gens qui font du gros déficit foncier, c'est que ils font un déficit foncier de 50 000 euros aujourd'hui, qui vont étaler sur quelques années. Ensuite, pour compenser celui-là, ils vont faire un truc de 100 000 euros, puis 200 000, puis ainsi de suite. En Et fait, pour ça, ouais, on tu fais fait que ça, et il faut toujours dépenser plus pour compenser les trucs d'avant. Et c'est un cercle vicieux où un jour, quand le coup retombe, qu'on se met à payer des impôts, on peut juste plus faire de déficit parce que ça coûte beaucoup trop cher et on se fait exploser la tête par les impôts. Et en plus, un déficit, il ne faut pas oublier que pour faire un déficit, il faut quand même dépenser de l'argent. Donc, il y a la question de dépenser pour gagner, on peut En fait, se c'est poser. surtout ça, c'est que tu es obligé de créer de la charge. Donc, tu crées de la charge en dépassant de l'argent. Et en plus, je ne sais plus exactement le montant exact, mais en fait, imaginons vous avez une enveloppe de 100 000 euros de travaux, ça veut dire que tu as 30 000 euros de bénéfices à la fin de l'année. Tu vas pas pouvoir utiliser les 100 000 euros pour faire du déficit. Tu peux utiliser un maximum 10 700 euros de tête, si je dis pas de bêtises, de ton enveloppe travaux. Donc, ça veut dire que tu vas étaler tous les ans 10 700 euros pour abattre, on va dire, Alors, ton bénéfice. ouais, c'est quasiment ça. En fait, sur l'année en cours où tu fais tes travaux, tu Ouais. peux ramener tes revenus fonciers à zéro. Donc, je sais pas, tu as 10 000 euros de revenus fonciers, 50 000 euros de travaux. Tu ramènes tes revenus à zéro. Donc, il te reste 40 000 euros de déficit foncier sur l'année. Jusque-là, tu me suis. Ouais. Et sur l'année où tu viens de faire tes travaux, c'est à peu près ça la règle, tu peux aller chercher jusqu'à 10 700 euros sur tes revenus. En gros, tu mets 50 000 euros de Ouais. déficit foncier, tu as 10 Ah 700 oui, tu euros peux qui vont récupérer s'ajouter sur sur tes tes revenus. revenus les 1700 Voilà. euros. Et Ouais. l'année suivante, ces 50 000 euros de déficit foncier ne peuvent plus être imputés sur les revenus. Donc, tu peux ramener tes revenus fonciers à zéro, mais tu peux pas aller gratter les 10 700 euros. Pour les 10 700 euros, il faut refaire une autre charge exceptionnelle. Il y a un Ouais, truc, charge. il y a une espèce de montage comme ça. Donc Mais en gros, c'est vraiment un régime un peu à bannir, hein. Si vous êtes typique pour de l'investissement immobilier, essayez de vous focaliser au maximum sur le prochain régime qu'on va aborder, c'est la location meublée non professionnelle. Donc voilà, la location nue, réellement pas d'avantage particulier. En plus, vous êtes sur un bail 3 ans. C'est plus chiant du coup pour virer le locataire. Donc voilà, il y a pas mal de contraintes particulières. Donc réellement, de toute façon, éviter ce régime au maximum. On a une niche fiscale aujourd'hui à l'instant T qui est la location meublée non professionnelle. Donc, essayez de la poncer au maximum réellement. dans tous les cas, virer un locataire, peu importe le régime, c'est l'enfer, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, location nue en société, il n'y a pas de sujet, parce qu'on est dans la fiscalité des sociétés. Tout ce qu'on vous parle là, tout ce qu'on est en train de vous évoquer, c'est la fiscalité en nom propre. La fiscalité des sociétés, c'est la fiscalité des sociétés, peu importe que vous soyez nu, meublé, en looping, voilà, c'est une fiscalité qui est à part. Exactement. Donc, bonne transition pour parler du deuxième régime, c'est le LMNP. Le LMNP, pardon, la location meublée non professionnelle. Du coup, ça, c'est un autre régime fiscal. Donc, c'est, on va dire, une niche actuellement qui, entre guillemets, vous avez un inventaire de meubles obligatoires à mettre en place pour être catégorisé comme meublé. J'ai plus en tête ce que c'est exactement les meubles parce que Bon, il faut réellement, je tout, l'ai pas retenu. globalement. Il y a pas Tu mal as de à peu choses. près tout. Tu as les rideaux, enfin les systèmes d'occultation de lumière dans les chambres, genre les rideaux aux fenêtres. En gros, le locataire, il doit arriver, il doit poser ses valises, mettre sa couette, enfin mettre son drap sur la couette et puis il peut s'installer, quoi. Globalement, il y a tout dedans et la liste, elle est légale. Si vous pouvez la trouver sur le site du gouvernement facilement et si vous la respectez pas, votre bail, en cas de problème évidemment, peut être qualifié en bail nu et donc vous perdez l'avantage fiscal. C'est ça. Mais l'avantage de faire du meublé, bon,
C'est sûr que pour du studio, du T2, de la colocation, c'est vraiment beaucoup mieux parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête. Au moins, ils arrivent, tout est prêt et c'est clé en main. C'est que vous allez pouvoir avoir des amortissements sur énormément sur le bien immobilier, sur le mobilier. Alors Donc, en attends, termes c'est quoi un amortissement? c'est vrai excuse-moi. On En reprend les fait, bases. d'un point de Qu'est-ce vue qu'un comptable, amortissement? en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez créer, comme on disait tout à l'heure, vous allez créer du bénéfice et en face d'un bénéfice, il faut créer des charges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va amortir un bien immobilier. Donc, qu'est-ce que c'est l'amortissement? Est-ce que je vais savoir bien l'expliquer? En gros, c'est qu'on va prendre l'état de l'immeuble à l'heure actuelle et on va l'étaler sur un nombre d'années. Je ne sais plus sur combien de temps c'est, sur 5 ou Ouais, sur je crois 10 ans? qu'en moyenne, on prend entre 22 et 27 ans, mais c'est le comptable normalement qui fait ce que, en fonction de la plomberie, l'électricité, les murs et tout, il y a des différences de Il y a durée. des différences par rapport à chaque lot, il y a des différences d'amortissement par rapport au lot et par rapport au mobilier, par rapport au terrain, et ça permet de créer de la charge en fait en face des bénéfices. Et du Euh, coup, ouais, on va expliquer qu'un exemple qui marche pas mal. En fait, c'est dur à comprendre enfin, c'est dur à intégrer le concept avec l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui prend de la valeur. ouais, En fait, normalement, l'amortissement, c'est quelque chose de comptable dans une entreprise. C'est pour intégrer dans le bilan d'une entreprise la perte de valeur la des perte. objets qu'il y a dans l'entreprise. Donc, par exemple, si j'achète l'ordinateur là qui me permet de me filmer dans une entreprise, on va dire qu'au bout de 4 ans, cet ordinateur, il vaut zéro, puisque mathématiquement, enfin, logiquement, l'ordinateur, il perd en valeur tous les ans. Donc, on va l'amortir sur 4 ans. Donc, si je l'ai acheté 1000 euros, on va diviser sa valeur d'achat par 4. Alors, c'est pas exactement ça, les comptables, mais on peut nous faire chier, hein. Ils vont dire oui, mais à la fin, bref, on va diviser sa valeur d'achat par 4. Donc 1000 euros divisé par 4, c'est 250 euros. Et on va mettre dans le bilan 250 euros d'amortissement qui sont finalement une charge fictive Une parce charge. qu'au bilan, ça va baisser les résultats, mais il n'y a pas de charge. On ne va pas donner 250 euros à quelqu'un chaque année. Et ça permet de baisser un peu le résultat de l'entreprise et surtout de prendre en compte comment dire, la perte de valeur La des objets perte dans de valeur. l'entreprise. Ouais, exactement. Ça prend en compte la dévalue et la perte de valeur de votre bien immobilier. Donc, on l'étale sur un nombre d'années. Je crois que le mobilier, c'est de tête, je crois que c'est 5 ans. Je fais tellement plus Ouais. de nouveaux projets Ouais, locatifs. c'est ça, c'est 5 ans. Je crois qu'après, tu as plusieurs postes. Tu as l'électricité, ça doit être genre 8 ans. Ouais. La plomberie aussi, les cloisons et la peinture, ça doit être 12-15 ans. Là, il y a des mecs, les pros, là. Je vois bien Valentin, il va nous dire, ah, les gars, vous dites n'importe quoi. Non, c'est En fait, tout est approximatif. étalé. Exactement, on n'est pas comptable. Mais voilà, c'est réellement déjà, là, déjà, vous voyez directement la différence entre la location nue et le meublé. Déjà, on crée de la charge, en fait. En faisant ça, on crée de la charge en face de bénéfices. Donc, ça permet de diminuer au maximum ce bénéfice. L'idéal, c'est qu'il soit inférieur ou égal à zéro. Donc, c'est Et pour ça là, qu'il faut ouais. faire des travaux aussi. Et là, s'il y a des mecs qui ont suivi, ils vont dire, ouais, mais ça n'a aucun sens puisque l'immobilier prend de la valeur. Oui, en effet, contrairement à un ordinateur, ça prend de la valeur, mais comptablement, on procède comme ça. Mais cette prise de valeur, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail, elle est réintégrée à la fin quand on est en société. Parce qu'on va mettre une charge fictive, donc l'amortissement tous les ans sur un bâtiment. Mais si on le revend au bout de 20 ans, sa valeur comptable baisse chaque année. Donc on va payer plus d'impôts sur la plus-value. On fera un épisode détaillé là-dessus. Mais en tout cas, le système est fait comme ça, même si l'immobilier prend de la valeur dans le temps et que c'est moins logique d'amortir un bien immobilier que d'amortir un ordinateur. Mais on va pas trop râler parce que quand même, ça nous avantage fiscalement. C'est quand même un avantage qui est quand même non négligeable. Et d'ailleurs, même un ordinateur en location meublée non professionnelle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un numéro SIRET. Et en fait, vous avez un peu, on va dire, pratiquement tous les avantages d'une société en termes de charges que vous pouvez imputer sur votre bien immobilier. Si c'est toujours lié à votre activité de location meublée non professionnelle, imaginons que vous avez besoin d'un ordinateur pour gérer vos locataires, pour créer des baux, pour envoyer les quittances de loyer, tout ça. Mais quand tu vas acheter ton ordinateur, pardon, tu peux très bien le mettre sur le numéro SIRET, donc sur ta location meublée non professionnelle. Et du coup, tu vas créer de la charge en face de ton bénéfice. Et du coup, tu vas l'amortir aussi, comme a dit Mathieu. Je ne sais plus si c'est 4-5 ans l'électronique, mais du coup, tu vas l'amortir et tu vas créer une charge, encore une fois. Donc, tout ce qui est vraiment lié à l'activité, par exemple, tu as un appartement, imaginons dans les Landes, et tu dois faire des allers-retours pour aller voir ton appartement. Pareil, ton péage, ça peut être une charge en face parce que tu vas aller faire des visites pour tes locataires. Donc, tu prends ta voiture, tu vas dépenser de l'essence, tu vas dépenser de l'argent pour le péage et tout ça, ça crée des charges en face de ton bénéfice. Que tout ce qui, dans une société ou dans le cadre d'une exploitation de location meublée non professionnelle au réel, rentre dans le cadre de l'activité. Se déplacer pour aller voir son appartement en voiture, ça rentre dans le cadre de l'activité. Inviter madame au resto, ça n'entre pas dans le cadre de l'activité. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Tout ça, en fait, ça peut venir en charge parce que c'est l'usage courant dans la société et c'est l'usage normal des fonds de la société.
Par Tout à contre, fait. vous ne pouvez pas passer le placo de votre résidence principale sur les charges de votre location meublée non professionnelle. Non. C'est Il faut que c'est un vous lien, pouvez bien pas. sûr. Tu as des travaux sur ton LMNP, donc tu prends tes charges, bien sûr, tu le mets dessus. Mais il faut qu'il y ait toujours un lien avec cette activité de location meublée, de loueur meublé non professionnel, réellement. Donc, tout ce qui est lié vraiment à votre activité, vous pouvez le mettre en charge en face. Donc, réellement, prenez-le en compte. C'est comme quand tu fais, par exemple, tu ouvres une société demain pour faire des podcasts, eh ben, tu achètes un micro, mais ton micro, tu l'achètes avec ta boîte parce que tu vas l'utiliser pour faire des podcasts. Donc, ça crée une charge D'ailleurs, à ton on est entreprise. mauvais parce qu'on les avait achetés avant même d'avoir des sociétés. Ça, je Sans dis ça parler. parce que je regarde nos micros et c'est ce que je me dis. Ouais, exactement, on l'a Bête. fait avant. Mais bon, on a commencé on a commencé sans société, nous, on faisait du bénévolat au début. C'est ça, 100% bénévolat. Juste important, toute la partie fiscale qu'on évoque sur le LMNP, là, le loueur meublé non professionnel, ça n'est vrai que dans la partie réelle. En fait, tu as toujours deux régimes. Il y a le micro, merde, c'est comment? C'est le micro BIC, micro BIC, BIC. mec, ouais. Là, vous faites 50% d'abattement sur vos revenus, vous êtes fiscalisé sur la moitié des revenus du coup. Là, on parle vraiment du régime réel. De toute façon, c'est le seul régime dans lequel il faut aller à chaque fois, qui vous permet de créer des revenus non fiscalisés, parce qu'avec les phénomènes des amortissements qu'on vous détaillait juste avant, vous ramenez vos revenus à zéro et donc vous pouvez vous enrichir sans payer d'impôts. Exactement. Mais après, la location meublée, c'est globalement, ça marche bien. Il y a de la demande de fou, ça vous permet de louer un petit peu plus cher. Il y a plus de contraintes parce qu'évidemment, quand vous équipez l'appartement, il faut acheter tous les meubles. On les oublie souvent, mais il y a quelques milliers d'euros de meubles à acheter et de gestion, de montage, les heures d'assemblage et tout. Quand le canapé est cassé entre les parts du locataire, il faut le remplacer. Il y a tout ça qui entre en jeu. Mais un logement meublé, ça marche très bien. Ça marche très bien, exactement. Les gens, ils veulent arriver, me poser leur valise et pas se prendre la tête. Et au moment où ils partent, eh ben, pareil, ils n'ont pas de déménagement à effectuer ou quoi que ce soit. Voilà pour la partie réellement meublée, on va dire classique à l'année. Du coup, on va faire une transition sur le prochain sujet qui est donc la partie location meublée, mais en location courte durée. Pourquoi on veut évoquer ce sujet-là? Parce que bon, il y a les avantages sont tous les mêmes réellement. Il n'y a pas de différence en termes d'avantages, de meubles, tout ça, c'est vraiment toujours la même chose que tu dois mettre. Notamment même en meublé courte durée, tu dois mettre encore plus de choses parce que c'est comme si tu vivais dedans. Moi, en gros, c'est comme tu te dis que c'est ta maison, donc il faut tous les ustensiles, il faut réellement tout pour équiper tes appartements en location ou maison en location meublée pour de la LCD. Ce qui va différencier du meublé, on va dire, à l'année, c'est pour la partie imposition, pour le passage en professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tranche par laquelle vous allez, si jamais vous dépassez cette tranche-là, qui est 23 000 euros de tête, si je ne dis pas de bêtises, à partir du moment où vous dépassez les 23 000 euros en location meublée, donc Airbnb, Booking, etc., toutes les sources possibles, et bien vous allez passer en location meublée professionnelle. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a aussi des avantages d'être en professionnel qui diffèrent. Donc, vous n'allez pas basculer dans le professionnel. Ouais, je suis moins familier du LMB parce que déjà, je ne le suis pas potentiellement bientôt. Ouais, Mais vu que clairement, je dirige tout en société, j'avoue que c'est un régime qui m'intéresse moins. Et puis, de toute façon, on le dit souvent, hein, pour toutes ces questions fiscales, ça sert à rien d'être un méga pro. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon fiscaliste ou à minima un expert comptable qui connaît ça par cœur. Mais un avocat fiscaliste, c'est vraiment le truc à avoir. Enfin, la personne à avoir qui va connaître toutes les subtilités, qui va suivre les mises à jour, parce que la fiscalité française, elle change en permanence. Ouais, Si il vous manque une ligne dans un contrat, parfois vous changez de régime fiscal et puis ça peut vous passer de zéro impôt à 30 000 euros d'impôt par an. Enfin, il y a vraiment des cas comme ça. Donc, ça sert à rien d'être un professionnel de la fiscalité. Il faut comprendre les grands principes. Mais ensuite, quand vous avez une question, vous appelez le pro qui vous accompagne, qui est payé pour ça, et il répondra à toutes vos questions. il connaît beaucoup plus. Le seul truc à savoir, c'est qu'entre le non professionnel et le professionnel, qu'est-ce qui va vous faire changer? Quand tu fais du Airbnb, c'est quand tu dépasses les 23 000 euros. Et quand tu fais de la location à l'année, c'est quand tu dépasses les revenus du foyer fiscal. Donc, ça veut dire que vous êtes un couple. Chaque personne du couple gagne 30 000 euros à l'année. Ça fait que le foyer fiscal gagne 60 000 euros. Donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas dépassé les 60 000 euros en location meublée à l'année, attention, pas en location courte durée, mais vous ne passez pas en professionnel. Donc, ça veut dire que vous avez un plafond qui est relativement intéressant et assez large. Mais
Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, si je devrais recommencer, je ferais un peu de meublé, histoire d'avoir un peu de nom propre, mais je basculerais très vite en société. Pourquoi? Parce que ça peut changer du jour au lendemain, réellement, les régimes qu'on a aujourd'hui en nom propre. Ils sont en train d'en parler, le LMNP, ils veulent peut-être l'enlever, le supprimer ou le modifier. Donc, réellement, passer en société, c'est très bien. Au moins, vous avez tout dans une société. Pour après, tout ce qui est donation par la suite, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, essayez de ne pas tout faire en meublé non professionnel non plus. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que non propre, vous avez l'argent directement dans votre poche. Société, l'argent est dans votre société. Il n'est donc pas à vous directement. Pour le sortir, il faut se verser des dividendes, du salaire ou passer des indemnités kilométriques, toujours dans le cadre légal, évidemment. Légal. Votre expert comptable vous aidera pour ça. Mais c'est vrai que la société, comme l'a si bien dit Jérôme, ça change beaucoup moins. La fiscalité est globalement sur une pente plus avantageuse que la pente des. Il faut dire que la fiscalité des particuliers est sur la pente montante et la fiscalité des sociétés est sur la pente descendante. Donc, il y a peut-être un avantage à être en société. Par contre, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est en société, on ne paye pas d'impôts. Non, en fait, pour avoir 1 euro dans la poche à la fin, si on fait le comparatif en payant vraiment, en mettant vraiment tous les impôts face à face et en faisant les choses dans les règles, hein. Je ne parle pas de ceux qui vont sortir 10 000 euros d'indemnité kilométrique par mois. Si on fait les choses dans les règles, à la fin, c'est quasiment pareil. Ouais, et C'est puis c'est une société. Bon, bien sûr, on parle d'une société. Là, du coup, on parle de la société commerciale. Donc, IS, impôt sur les sociétés. Parce que si on a une société IR, impôt sur les revenus, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but d'aujourd'hui. C'est différent. C'est comme si vous prenez. En gros, c'est pour essayer de familiariser un peu la chose. C'est si tu prends une SCI à l'IR, c'est comme si tu étais en location nue. C'est réellement ça. Et si tu prends du LMNP, c'est comme si tu étais en société commerciale, donc SCI à l'IS. Donc voilà, pour vraiment essayer de familiariser un peu la chose. Donc, mais comme a si bien dit Mathieu, c'est que quand tu es en société commerciale, donc à l'IS, l'argent ne vient pas dans votre poche. Très important. Par contre, l'avantage, quand même, qu'il faut souligner en société, c'est que en société, on paye les impôts sur ce qui reste à la fin de résultat, alors qu'en nom propre, on paye les impôts et après, on vit avec ce qui reste. Et Ouais. du coup, en société, on peut investir plus d'argent à revenu égal, on peut investir plus d'argent avant de payer les impôts, là où en nom propre, on va s'en faire prendre quasiment la moitié et ensuite on investira ce qui reste. C'est un des avantages majeurs de la société. Exactement. Voilà, Du on coup, va pas rentrer dans la partie fiscalité, c'est pas le but, c'est juste qu'on on fasse dévie toujours, on est des bons Français, tu vois. ça. Ça divise Exactement. toujours sur la fiscalité. Mais du coup, c'était la location courte durée là, que tu évoquais. Ouais, c'était location courte Ok. durée, exactement. C'était location courte Par durée, contre, tout à fait. Vas-y. pardon, ouais, désolé, j'allais dire location courte durée, parce que c'est vrai qu'on dévie sur la fiscalité, c'est un défaut de français, ça, mais la location courte durée, c'est quand même le meilleur moyen, d'un point de vue location, de gagner vite de l'argent dès aujourd'hui, quoi. On va pas se mentir, si on veut générer de gros revenus, la location courte durée, c'est la voie royale. Par contre, évidemment, qui dit gros revenus dit plus d'emmerdes, plus Plus de d'emmerdes. gestion, plus de déco, plus d'investissement parce qu'il faut faire un truc plus joli. Et évidemment, vous pouvez être dérangé à 23 heures le soir parce que Jean-Michel Lambda, là, il n'arrive pas à trouver, il comprend pas que sur la boîte à clés où il y a un bouton, il faut appuyer sur le bouton pour l'ouvrir, quoi. Mais c'est du réel ce que Mathieu est en train d'évoquer, c'est ça le truc. Ah, ça m'est arrivé l'autre jour, ça. Ah, c'est les gens, ou alors tu as le mec qui t'appelle. Bonjour, je viens de faire une réservation pour 5 nuits à tel moment. Je voulais juste avoir une confirmation que ça a bien été pris en compte. Ben, monsieur, vous avez reçu un message de confirmation directement sur la plateforme, c'est que c'est confirmé en fait. Donc en fait, bon voilà, c'est juste. En fait, ce que moi je vois, c'est que si on fait de la LCD, c'est un métier à part entière. C'est vraiment, si un jour vous dites, vous voulez faire de l'investissement immobilier pour avoir un revenu complémentaire ou faire du patrimoine, mais sans se rajouter de charge mentale et sans se rajouter de travail, partez pas sur la LCD, réellement pas. Parce que la LCD, c'est vraiment du travail complémentaire, c'est de la gestion, c'est l'entrepreneuriat réellement de la LCD. C'est plus C'est ça. rentable, En fait, c'est mais ouais, plus qu'un mode d'investissement. C'est Emery qui dit bien ça. Il dit c'est un mode d'exploitation. Vous exactement. investissez dans l'immobilier en achetant le bien, l'appartement, et après vous allez vous dire, bah, je vais faire un peu d'entrepreneuriat. Alors light, c'est sûr, mais je vais mettre ça en location courte durée. Donc oui, je vais gagner potentiellement beaucoup plus, hein. On peut gagner jusqu'à 4, 5, 10 fois plus si on fait même du logement atypique. Par contre, il faut juste comprendre qu'il y aura des contraintes. Il y a des moments où il va falloir y aller. On va pas vous raconter de bêtises, mais où, enfin, en tout cas, il y a des choses à mettre en place, des messages à envoyer aux prestataires. Il y a potentiellement plus de charges. Il faut accepter de gérer les clients particuliers. Et franchement, c'est sympa au début, mais ça devient assez vite fatigant. C'est ça. Enfin, quand je vois que l'autre, elle nous a lavé le grille-pain sous le robinet l'autre jour et qu'elle comprenait pas que ça faisait sauter le courant du logement, si tu veux. En fait, il faut partir du principe quand on fait du Airbnb ou Booking ou autre, c'est que les voyageurs, faut dire que
faut se dire que c'est des idiots en fait. Moi, ce que j'ai dit Ah, à c'est mon frère fou. quand il a commencé à bosser avec moi, je lui ai dit pars du principe que les gens sont cons, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut leur donner le plus d'explications et le plus de détails possible sur quoi faire et comment marche le radiateur, comment marche même la plaque induction, mais des conneries. Juste comme ça, tu leur mets à disposition les informations, ça évite d'être dérangé pour un oui ou pour un non, parce que les gens, en fait, ne cherchent pas. Les gens, à partir du moment où ils ont une problématique, ils te demandent de suite, ils vont pas chercher. Donc Je crois voilà. que dans l'excellente formation que j'ai tournée pour la JM Academy sur location courte durée, je crois que c'est le truc que je répète le plus souvent. Pensez bien à considérer que vos voyageurs, alors il y a 90% de gens intelligents, mais les 10% qui sont un peu tocards là, Ils sont bons, ils sont bien. il y en a, franchement, je me demande comment ils font pour être encore vivants ou pour être indépendants. En fait, tu dis, c'est pas possible, quoi. En fait, la moindre vague qu'il peut y avoir sur leur chemin, ils vont pas chercher. Ils vont pas se dire, bon, attends, qu'est-ce que ça marche pas? Peut-être que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Non, non, ils vont t'appeler direct ou ils vont t'envoyer un message, en fait. Ils vont pas se prendre la chou. Donc voilà, le Airbnb Booking, prenez bien en tête que oui, c'est plus rentable. Moi, je le vois ce mois-ci sur 4 apparts, mais je vais frôler les 6 000 € de chiffre d'affaires. Pourtant, on est au mois de décembre. Mais par contre, c'est pas mal de gestion, mais surtout au début, en fait, la partie automatisation, tout ça. Après, quand tout est automatisé, on a les bonnes personnes, on a les bons interlocuteurs. En fait, il faut trouver les bons interlocuteurs, savoir déléguer, avoir les bons process mis en place, avoir les bonnes personnes sur place pour éviter de se déplacer pour un oui ou pour un non. C'est l'entrepreneuriat réellement. Donc, si vous n'avez pas le temps, faites pas de la location du Airbnb, de la SCD, pardon. Ouais, par contre, comme le dit Jérôme, on peut tout manager à distance quasiment sans problème. Il faut juste accepter potentiellement d'être dérangé par moment au téléphone. Euh, mais si on n'est pas prêt à ça, et ça sert à rien de le faire. Par contre, on gagne tellement plus d'argent potentiellement. Je vois, nous, le gîte bleu qu'on loue ici, c'est une maison qui vaudrait aller 450, 500 € par mois. On tourne à 2000 € par mois de chiffre d'affaires. Alors oui, il y a des charges et autres, mais c'est largement plus rentable, quoi. Bah oui, carrément, c'est plus rentable. Ah oui, oui, Si absolument. vous voulez gagner de l'argent rapidement dans l'immobilier via la location, enfin, ça peut même rentrer dans le cadre du marchand de biens, c'est la voie à suivre. Mais voilà, acceptez que vous allez avoir beaucoup plus de boulot. Tout à fait. On va passer à la prochaine solution de location, qui est pour nous aujourd'hui à l'instant T, je pense que celle qu'on essaie d'adopter, c'est les locaux commerciaux. Qu'est-ce que c'est les locaux commerciaux, Mathieu? Est-ce que tu peux nous en parler? Attends, j'ai les chiens qui aboient. Qu'est-ce qu'ils ont? Les locaux commerciaux, en fait, ça fait une transition toute trouvée avec la location courte durée parce qu'on passe d'un mode d'exploitation où il faut travailler beaucoup à un mode où, pour le coup, on a beaucoup moins de boulot. Alors, il y a toujours un peu de boulot, notamment des boulots de recherche, mais qu'est-ce qu'un local commercial? Bon, c'est quoi? C'est tout bêtement des bureaux, un local professionnel libéral où il y a des médecins, c'est du commerce en pied d'immeuble, voilà, tous les trucs où il y a des commerces, vous connaissez. Et gros avantage de ça, que vous n'avez pas dans les logements, c'est que quand vous êtes propriétaire d'un local commercial et que vous louez à un professionnel, vous n'êtes notamment pas responsable des aménagements intérieurs. Vous êtes responsable de l'état des murs. Je parle vraiment pas de l'état décoratif, hein, mais de l'état d'étanchéité, qu'il n'y ait pas d'eau ou pas d'air qui passe, et de l'état de la toiture. Après le reste, vous gérez rien. Donc C'est ça. déjà, tout ce qui est travaux, vous vous embêtez moins. Euh, vous avez ensuite possibilité de refacturer la taxe foncière à votre locataire. Donc ça, c'est quand même très confortable. Attention, si c'est pas mentionné au bail, c'est pas à lui de payer, donc il faut bien que ce soit mentionné dessus. Et autre avantage, c'est que vous bossez avec un professionnel qui est dans son lieu d'exploitation. Donc si jamais il y a un problème de toilette qui se bouche, pour lequel il est de toute façon responsable, bah, il va gérer. Si Il a l'ampoule est morte, il tout va intérêt gérer. il a tout intérêt que ça marche très vite parce que lui, c'est son activité en fait. C'est réellement son activité. Juste, je reprends juste un truc avant qu'on rentre un peu plus dans le détail parce que moi, je sais qu'au début, j'avais du mal peut-être les gens, c'est pareil. Quand on parle des locaux commerciaux, on parle des murs. En fait, quand on a un local commercial, on a des murs, donc on a le patrimoine immobilier réellement, et à l'intérieur, il y a une activité commerciale, un fonds de commerce, d'accord? Nous, on parle réellement des murs. Nous, donc ça veut dire que, imaginons, vous avez un carrefour. Le carrefour, il est dans un patrimoine immobilier, dans un bien immobilier. Nous, on parle d'être propriétaire des murs, et le carrefour, il est propriétaire du fonds de commerce, de l'activité commerciale intérieure. Juste petite parenthèse. Ouais, tu fais bien de le préciser parce qu'en plus, si on cherche les annonces, par exemple sur le Bon Coin, il y a tout qui est mélangé. Et quand on voit fonds de commerce, c'est vraiment fonds de commerce d'un carrefour, bah, c'est là où vous voulez acheter l'activité et devenir gérant d'un carrefour. Mm. Ce qui peut être très bien, mais vous ne faites pas du tout d'immobilier. C'est une très bonne précision. L'immobilier commercial, c'est vraiment le truc où vous avez très peu de gestion. Alors, vous avez de la recherche, mais vous avez très peu de gestion et c'est quand même assez cool à ce niveau-là. Par contre, à mon sens,
bien que certains disent différent, mais à mon sens, c'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent tout de suite. Pour quelqu'un qui a des petits revenus, si lui, son objectif, c'est d'augmenter ses revenus maintenant tout de suite, bah, il faudra plutôt faire la location meublée ou de la location courte durée. Parce qu'avec l'immobilier commercial, il va facilement trouver du 8, 8,5% de rentabilité. Mais ça ne va pas lui permettre de dégager forcément du cash flow ou juste ce qu'il faut pour payer ses charges. Il va avoir du mal à générer de grosses plus-values, sauf à rentrer dans des montages un peu plus spécifiques comme des déplafonnements, mais il faut quand même un peu affûter sur le sujet. C'est Et ça. ça ne se trouve pas en se couvrant un arbre, quoi. Par contre, l'avantage, c'est qu'à long terme, ce combo de il n'y a pas de gestion, les loyers sont indexés à un indice qui peut augmenter très fort. Là, ces dernières années, les loyers ont augmenté de 5% par an. Vous n'avez pas de travaux à faire à l'intérieur ou très peu. Enfin, si la toiture s'effondre, évidemment, il y a quelque chose à faire, mais dans tous les cas, il y a l'assurance qui peut vous aider. Vous n'avez pas à refaire le bien tous les 10-15 ans, parce qu'un appartement, au bout de 10 ans, globalement, il y a quand même un minimum de travaux à faire pour le remettre propre. Ça, plus, ça, fait que votre rentabilité, potentiellement, s'améliore dans le temps. Et ça, c'est un truc intéressant. Mais vous n'allez pas gagner beaucoup plus d'argent à un instant T, quoi. Ça augmente la rentabilité et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça augmente du coup la valeur réelle de votre bien immobilier, de votre local, parce qu'en fait, un local commercial, la valeur réelle du bien se quantifie par rapport au montant du loyer. Donc ça veut dire que si vous avez réussi à augmenter le loyer du bien immobilier, vous augmentez la rentabilité, donc ça veut dire que vous augmentez réellement le prix de votre local. Donc si vous achetez un local, le loyer actuel est de 1 500 € par mois et que par une raison X ou Y, déplafonnement ou autre, vous arrivez à le passer à 2 000 ou 2 500 €, mais ça veut dire que le local a clairement plus la même valeur et le même prix. Donc, si jamais vous le revendez, vous faites une plus-value sur ce local. Mais, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est si vous voulez gagner de l'argent vraiment au lancement, c'est peut-être pas la stratégie selon nous à adopter de suite. C'est bien de la faire plus tard quand vous êtes plus aguerri, quand vous voulez pas être emmerdé. Ou alors, si vous voulez faire juste, entre guillemets, du patrimonial, vous voulez faire acheter un bien qui s'autofinance à côté, sans gestion, sans problématique, quoi que ce soit. Là, c'est réellement le bon truc à faire. Ouais, pour quelqu'un qui a des revenus plutôt confortables, qui a plus de valeur ajoutée à bosser fort dans son boulot ou dans son entreprise, mais qui a envie de faire du patrimoine pour plus tard, acheter petit à petit des locaux commerciaux, je pense que c'est vraiment un des super moyens de se faire sa retraite dorée, voire très très dorée, sans avoir à y passer des week-ends à rénover des appartements, quoi. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus sur la partie locaux commerciaux? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment pour voir en... Si, Ouais, si vous voulez vous lancer peut-être là-dedans, ce qu'on conseille en général et ce qu'on conseille aux participants de la GM Academy, j'aime pas dire élèves, je dis plutôt participants, c'est plus partir sur un local qui est déjà meublé. Meublé, oula, je dis connerie, qui est déjà loué. Un local qui est déjà loué parce que ça évite d'avoir des contraintes de relocation, etc. Donc assurez-vous qu'il est déjà loué depuis un petit moment et au moins c'est juste un changement de RIB chez le notaire et vous touchez le loyer dès le mois d'après. c'est ça. Et par contre, dans le commerce, la notion d'emplacement est beaucoup plus importante que dans l'habitat. Dans l'habitat, ça joue, notamment pour le marchand de biens, mais dans le commerce, c'est juste déterminant. Si vous avez un local mal placé, que vous achetez loué, tout va aller très bien. Par contre, le jour où votre locataire part, si c'est mal placé, vous pouvez vous retrouver avec un local vide pendant 5 ans. C'est C'est les ça. choses qui arrivent. Ce qui n'arrive jamais en logement. Vous baissez le prix en logement et vous louez. Un local commercial mal placé, ce sera toujours un enfer. Donc, faites attention à ça. Et par contre, si on fait un petit crochet fiscalité rapide, c'est fiscalisé en nom propre au revenu foncier, donc fiscalisé plein pot avec très peu de charges. Donc, Et à mon sens et à notre sens, un local commercial n'a aucun intérêt à être acheté en nom propre. Vraiment, très peu d'intérêt. Il vaut mieux l'acheter en société. Société commerciale à l'impôt sur les sociétés. Et c'est là où ça se passe le mieux, quoi. exactement. Du coup, on a fait un peu Mais le tour. vraiment, On a fait le ça, tour sur tous les sujets, on va dire, la partie locatif. L'idée, c'est vraiment de reprendre vraiment les bases, hein, c'est vraiment ce qu'on dit. Donc, on ne rentre pas dans le détail d'un point de vue fiscalité, parce que ce n'est pas le but et ce n'est pas le sujet. On ne veut pas vous perdre. Donc, voilà, vous avez vu, on a eu la location nue, on a location meublée, on a location courte durée, et ensuite, on a les locaux commerciaux. Ça, c'est les différents types d'exploitation si vous voulez faire de la location. Ensuite, il y a une autre solution d'investissement que moi j'affecte beaucoup plus et que je fais beaucoup plus maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, c'est du marchand de biens. C'est complètement différent. Le métier de marchand de biens, en gros, c'est quoi?
On reprend un peu les bases du métier, c'est tu achètes un bien immobilier, tu revends un bien immobilier, et entre les deux, tu vas valoriser ce bien. Donc en fait, tu achètes et tu revends dans le but de créer un bénéfice. Toujours pareil, en société. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent un peu dans tous les sens, qui se disent ouais, je vais le faire en résidence principale. Or non, c'est une activité. Le métier de marchand de biens, c'est un métier. Et si vous le faites en résidence principale, tu peux le faire une fois, éventuellement, pour essayer de prendre de l'expérience et mettre un petit peu d'argent de côté. Mais si tu le fais trop de fois, au bout d'un moment, tu as le fisc qui va t'appeler. Encore une fois, on arrive toujours au même, qui va dire écoutez, monsieur, vous n'êtes pas en nom propre, vous n'êtes pas un particulier, vous êtes un professionnel. Donc, on va vous imposer comme un professionnel. Et là, ça peut faire mal. Alors oui, on peut le faire en résidence principale, ça doit juste être bien fait, ça doit pas être l'objet principal de l'achat, hein. S'il y a une intention spéculative à l'achat, déjà, bah, vous tombez dans la catégorie marchand de biens, donc déjà, c'est litigieux. Tout à fait. Euh, c'est En ce moment, c'est très flou. Je sais que Jérôme, il est beaucoup plus prudent que moi quand il en parle, mais aujourd'hui, la résidence principale, c'est très flou parce qu'il n'y a pas de. En fait, la résidence principale, l'avantage en marchand de biens, enfin, on ne devrait pas associer les deux mots, mais l'avantage de la résidence principale, c'est que vous ne payez pas d'impôt quand vous la revendez. C'est juste la meilleure niche fiscale française. Mais le fisc est assez ouvert sur la notion de à partir de quand ça devient une résidence principale. Enfin, assez ouvert. On va dire qu'il a plutôt sa vision un peu floue et c'est à vous de le justifier. Alors, je sais que la meilleure jurisprudence, elle donne un délai de 14 jours à un couple qui a vécu 14 jours dans une maison pour se prendre 100 ou 200 000 euros de plus-value. Après plusieurs années de procès, ils ont gagné. Clairement, il ne faut pas faire ça. Mais aujourd'hui, c'est très flou. La loi dit qu'une résidence principale, c'est votre résidence principale actuelle et effective. Vous prenez ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est en train d'évoluer et il y avait un projet de loi de finances que je trouve finalement très bien, qui ramènerait ce délai à 5 ans. Alors, c'est très long, hein. Moi, ça m'embête parce que je sais qu'on pourrait jouer. Ça m'embête beaucoup. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, ça met un délai très clair et très net sur l'achat-revente de résidence principale. Du coup, dans ce cas-là, on pourra en parler. Il faudrait que vous restiez 5 ans dedans pour être exonéré d'impôt sur la plus-value. Ou il y avait une petite étoile qui disait si vous vendez pour racheter une résidence principale, vous ne payez pas d'impôt aussi. Et là, moi, je vois un truc où c'est jackpot, où tu dis, bah, ok, bah, dans ces cas-là, la règle m'autorise à acheter, revendre pour racheter une résidence principale. Bah, je vais en enchaîner 5 ou 10 et peut-être que dans 8 ans, j'aurai acheté un château juste en faisant des résidences principales et que j'aurais payé entièrement avec les plus-values. Si la règle elle passe comme ça, franchement, c'est chiant et en même temps, c'est très bien. Ouais, mais je pense que tu auras une limite, ce qui est logique. Tu peux pas faire ça Ah, trop, c'est la trop France, quoi. d'affilée parce que les gens, ils vont faire n'importe quoi, en fait. En fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens, ils en abusent. Ils en abusent réellement et dès qu'il y a de l'abus, ben, au bout d'un moment, ils mettent le nez dedans et ils se disent, bah attends, lui, il me prend pour un con. En fait, c'est un professionnel. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que des fois, il y a des artisans ou pas, mais il y a des gens qui sont artisans, qui savent faire des travaux, qui achètent leur résidence principale, qui font les travaux eux-mêmes pendant 8 à 12 mois. Donc, ils travaillent pas à côté, ils font réellement que ça. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils revendent. Et du coup, ils encaissent de l'argent net d'impôt dans leur poche parce que tu n'as pas d'imposition sur la résidence principale. Et ensuite, ils font pareil sur une autre acquisition. Et ensuite, sur une autre. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, tu peux pas prendre les gens pour des cons. Au bout d'un moment, on te dit, bah, écoute, ce que tu es en train de faire, c'est du marchand de biens réellement. Donc, tu peux le faire si tu veux, mais c'est sous le régime d'une société. Tu le fais en tant que professionnel. En soi, quelle est la contrainte, mis à part que tu n'as pas l'argent? Enfin, si, il y a une contrainte parce que tu as de l'impôt quand tu es en société. Mais tu peux toujours le faire. L'impôt, tu as le d'IS, donc entre 0. Je vais m'arrêter là. J'allais rentrer dans le détail, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Tu as de l'impôt et tu as de la TVA quand tu es un marchand, mais quand tu es en résidence principale, les mecs, ils le font parce qu'ils n'ont rien du tout. Mais encore une fois, moi, on ne le conseille pas avec Mathieu. On le conseille peut-être de le faire une fois si vous n'avez jamais acheté de bien immobilier. Vous voulez acheter votre bien, vous l'achetez. Si un jour vous avez besoin de revendre ce bien parce que c'est trop petit, parce que vous agrandissez la famille, parce que vous déménagez, parce que vous êtes muté, voilà, il faut vraiment faire attention et prendre avec des pincettes ce sujet-là. Mais voilà, au cas où vous vendez votre bien et que vous faites une marge, déjà, j'emploie pas les bons mots. Vous faites Non, du mais si, bénéfice. si, si, enfin, on peut appeler un chat un chat. Après, la Oui. règle, elle est, c'est ce que j'ai évoqué. Tant que vous vivez dedans et que vous êtes capable de le prouver, vous êtes en règle. Après, évidemment, si vous êtes marchand de biens à côté, que vous avez plein de locatifs et tout, oui, vous allez être contrôlé, oui, vous allez potentiellement être redressé, et là, bah, ça va être à vous d'être capable de le prouver. C'est pour ça que Jérôme, il vous dit de le faire avec grande prudence et surtout grande parcimonie, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même vachement plus confort. Quand je vois les emmerdes qu'on a pour Talence, pour le financement, l'assurance, les assurances complémentaires de marchand de biens, les contraintes juridiques et tout, tu te dis, ouais, le truc, tu le fais en résidence principale, tu te casses pas la tête. Mais bah, juste, nous, c'était même pas possible. On n'allait pas dire qu'on allait se mettre en coloc à deux dans la maison à Talence. Non, Enfin, non, tu et vois, puis maintenant que tu es professionnel, À un moment donné, il faut savoir assumer. Les gars, ils veulent gagner sur tous les tableaux, en fait, c'est ça le problème. Donc, vous ne c'est pouvez pas clair. gagner sur tous les tableaux. Donc, si vous voulez faire de l'achat-revente, eh bien, vous créez une société, c'est ça, soit une SARL, soit une SAS. Oula, je vais un peu trop loin. Et Mais par contre,
Par contre, ça Et voilà. m'évoque un sujet qu'on n'a pas évoqué dans l'investissement, c'est acheter sa résidence principale, oui ou non. Nous, on est tous les deux convaincus avec Jérôme que c'est un très bon achat, la résidence principale, si c'est bien fait. Si vous achetez un château, alors que vous êtes smicard, que vous mettez un parquet qui vaut une fortune, qui va juste vous faire plaisir à vous, vous mettez des matériaux qui apportent rien, ça n'a aucun intérêt. Si vous achetez une résidence principale, dans cette optique un jour de la valoriser, de faire un bout de plus-value, ça a carrément du sens. Et enfin, moi, je me mets complètement en faux par rapport à ceux qui disent qu'il ne faut pas acheter la résidence principale. Ça Non, n'a tout à aucun fait. sens. C'est important d'acheter la résidence principale, encore une fois, parce que vous achetez votre domicile, vous achetez votre toit, les banques, elles aiment ça. Elles financent beaucoup plus facilement une résidence principale. Et là où je voulais en venir, c'était quoi? Et pourquoi c'est aussi intéressant d'acheter sa résidence? Oui, si par contre, dans le cas où acheter votre résidence principale, oui, mais vous ne foutez pas ras la gueule, en fait. Vous mettez pas en taux d'endettement maximum sur la résidence principale. Le but, c'est de continuer à vivre à côté, c'est de pouvoir investir à côté. Donc, si vous pouvez acheter une résidence principale, vous ne mettez pas à 35, 36, 37, 38% de taux d'endettement sur la RP. Vous mettez peut-être à 20, 25%. Tu auras peut-être une résidence principale plus petite que ce que tu aurais pu avoir, mais au moins, ça te permet de pouvoir garder une capacité d'emprunt pour investir à côté dans du locatif. Évidemment, c'est dans le cas où vous avez plus ou moins envie de l'acheter. Si vous n'avez pas du tout envie d'avoir votre résidence principale, évidemment, il y a pas de débat. Mais pour ceux qui ont un peu envie, mais qui ont vu des vidéos de Robert Kiyosaki qui disent qu'il ne faut pas l'acheter, oubliez ça, achetez-la, faites un bon projet où le jour où vous allez revendre dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas, vous allez avoir une plus-value. Tout va très bien se passer et potentiellement, vous aurez gagné peut-être beaucoup plus d'argent avec votre résidence principale qu'avec un logement locatif pendant la même période. C'est exactement. Et pour se faire la Mais main c'est au deux début, philosophies différentes. c'est deux T'as pu philosophies. décaler ton rendez-vous d'après ou pas? Ouais, 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 mais je l'ai décalé à 10h15. Donc, on a Donc on va encore 10 faire minutes. vite. On a encore 10 minutes. Donc, on va passer à la dernière question, du coup. Euh, Peut-on faire plusieurs stratégies? Comment choisir la bonne stratégie en fait? Comment choisir la bonne stratégie? Est-ce que je dois faire du locatif? On a un petit peu répondu, mais est-ce que je dois faire du locatif? Est-ce que je dois faire de l'achat-revente, créer ma société et devenir marchand? Et est-ce qu'on peut faire plusieurs stratégies du coup? Ah, c'est chaud, on a que 7 minutes. Je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Non, mais c'est en fait, déjà, il y a quel objectif? Si l'objectif, c'est de changer de vie en 5 ans, vraiment, j'en peux plus de mon boulot, ce que je veux, c'est dans 5 ans avoir complètement changé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que ça a mis un pouce quand tu as fait ça. Ah ouais, ça met un pouce, Ouais. Ouais. incroyable. Vas-y. Ah ouais, attends, c'est fou, je vais faire tout le temps. Ceux qui n'ont pas la vidéo, ils doivent se demander. Si l'objectif, c'est vraiment de changer de vie, pour moi, le marchand de biens, en fait, le marchand de biens croisé avec de la location courte durée, c'est le truc où tu peux générer le plus d'argent le plus rapidement possible. Par contre, il y a beaucoup plus de taf. Après, le marchand de biens, c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête. Le marchand de biens, c'est vraiment un métier à part entière. C'est un métier, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. C'est vraiment un métier, le marchand de biens. C'est pas comme tu achètes 1, 2, 3 appartements à côté que tu vas mettre en location, tu vas toucher ton petit loyer, tu vas rembourser ton crédit, basta. Non, le marchand de biens, c'est vraiment un métier. On te demande d'être professionnel. Pourquoi? Parce que tu vas toucher peut-être des sommes un peu plus importantes. Tu vas prendre un risque un peu plus important. En fait, ce qui est important et ce qui différencie un professionnel d'un particulier, c'est essayer et réussir à valoriser un bien et voir le potentiel d'un bien immobilier. Et ça, réellement, c'est le métier du marchand. Tu rentres dans un bien, tu vois le bien, tu dis, OK, moi j'ai vu le potentiel, je sais qu'on peut faire ça pour générer du bénéfice et valoriser ce bien-là. Et un particulier, peut-être qu'il n'aura pas cette casquette-là. Donc en gros, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que vous voulez travailler dans l'immobilier, vous voulez devenir réellement professionnel de l'immobilier? Oui ou non? Si oui, s'orienter vers du marchand, ça peut être une solution, mais avant, essayer de faire un peu d'expérience parce que si demain tu crées ta société de marchand, tu n'as jamais fait d'immobilier, complicado l'histoire. Donc commence un petit peu à faire un peu d'activité, soit de la location, soit tu achètes ta résidence principale pour essayer de comprendre comment marche le système. Mais par contre, si tu veux, à contrario, avoir un revenu complémentaire, créer du patrimoine, assurer ta retraite ou de la donation pour tes enfants plus tard, ben là, oui, ça peut être intéressant de faire du locatif. Et que tu n'as pas le temps, tu n'as peut-être pas le temps de chercher des biens, d'appeler, analyser, parce que c'est quand même un métier à plein temps, le marchand de biens. Ouais, et moi, il y a un truc. Enfin, si vraiment je veux reprendre la base, si je suis un petit jeune qui débute dans l'immobilier, qui a qu'une envie, c'est de gagner le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, potentiellement, ouais, je remettrai des pincettes sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je commencerai par acheter des petits apparts que je mets en location courte durée.
en faisant attention à tout le cadre juridique, l'évolution de la réglementation, etc. Mais je mets ça à part, en faisant bien les choses. Je pense que c'est là où, dans le locatif, vous pouvez gagner le plus d'argent le plus simplement possible. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est relativement simple, hein. Tu trouves un appart, tu mets en location courte durée. Normalement, tu fais x3 ou x4 sur ton loyer. Des apparts, des bons projets de location courte durée à moins de 100 000 euros, ça se trouve tous les jours, hein. Donc, Ça se trouve, hein. je vois Bien pas sûr, il trop y de en a soucis. qui achètent des petits apparts à 70-80 000 euros, ils font de la courte durée, peut-être du logement atypique, et ils se font un très gros bénéfice dessus. Mais voilà, ça va prendre du temps, ce qu'il faut se dire, Combien ils achètent, Paul et Jonathan, chez nous, là? moins de 100 000 Leur euros, je crois. studio, Moins de 100 000. moins de 100 000, ouais. Je crois qu'ils vont arriver à 120 000 euros finis. Ouais, s'ils nous écoutent, ils nous rediront. J'ai un peu perdu les chiffres, mais c'est un truc où ils vont aller taper en étant très large, entre 1000 et 1005 de loyer mensuel, en plein milieu d'une grande ville, avec une grosse plus-value à faire, sur un projet assez simple. Bah, c'est vraiment le truc que je privilégierais pour gagner le plus d'argent le plus vite possible. Après, moi, c'est ce que j'ai fait, d'acheter plein d'immeubles déjà loués en location nue, alors que j'avais un boulot qui me rémunérait au début pas ouf, mais sur lequel j'avais un insight beaucoup plus important après. Je dirais peut-être plutôt directement vers les locaux commerciaux. Alors, c'est un peu plus spécifique, mais je trouve que c'est un non-sens de dire à quelqu'un, on a un entrepreneur du web parmi nous, tu vois très bien de qui je parle, qui gagne Ouais. extrêmement bien sa vie dans le web. Il n'y a aucun débat là-dessus. Sa valeur ajoutée est beaucoup plus importante à bosser 5 heures de plus sur ce qu'il va faire dans le web, dans le marketing et autres, C'est sûr. que de passer 5 heures à gérer des meubles dans un studio. Un gars comme ça n'a aucun sens. Enfin, ça me fait penser au repas d'entrepreneurs qu'on a fait l'autre jour, où il y a une meuf qui expliquait à une entrepreneuse qu'il fallait qu'elle achète des colocs, tu vois. Ça n'a aucun sens de dire à un mec ou une fille qui a plus de valeur ajoutée sur son boulot, de vraiment générer un gros cash, d'aller acheter des logements. Je trouve qu'il faut plutôt l'orienter vers un local commercial, des locaux commerciaux qui vont moins lui prendre de temps, qui vont s'apprécier dans le temps, qui vont lui permettre, lui, d'acheter très facilement et de plus rien avoir à faire et de gagner beaucoup plus d'argent à terme, plutôt que d'orienter vers une coloc où, oui, il y a un petit peu Bien plus de sûr. renta, mais tu vas te faire Ouais, il chier à va gérer les s'emmerder. mecs et tout. Il va Et s'emmerder. du Non, coup, non. on répond toujours pas à les questions, quoi. Si, bah, on a répondu un petit peu. Ça dépend de votre objectif, ça dépend si vous voulez être professionnel de l'immobilier. Mais ouais, c'est Et assez, puis, c'est large, quoi. et sans pour autant nous faire de la pub, en gros, c'est un peu ce qu'on fait quand les participants rentrent dans la Gym Academy, parce que nous, ce qu'on fait, c'est un accompagnement personnalisé. Qu'est-ce qu'on appelle par personnalisé? Ça veut dire que dès que vous rejoignez la Gym Academy, en gros, vous avez un audit avec Mathieu ou moi-même. Et en fait, l'idée de cet audit, c'est que par rapport à votre situation, par rapport à vos objectifs à court, moyen, long terme, par rapport à votre situation matrimoniale, patrimoniale, on va vous dire, bah, écoute, toi, tu devrais partir sur cette typologie, sur cette stratégie-là. Peut-être qu'on va t'orienter vers du marchand, peut-être qu'on va t'orienter vers du local commercial, peut-être vers de la LCD. Voilà, c'est réellement, nous, notre casquette aussi, elle est là, c'est de personnaliser au maximum et de vous orienter vers la bonne stratégie réelle qui répondra le plus à votre demande, en tout cas. Ouais, parce que l'immobilier, c'est pas unique. On fait pas que des logements atypiques ou que des immeubles de rapport dans les villes de moins de 10 000 habitants, parce que Mm. on voit toujours ça en ligne. C'est tout, enfin, je veux dire, c'est hyper vaste. Il y a plein de choses différentes à faire à plein d'endroits et ça va s'adapter. Chaque stratégie va s'adapter à une personne et c'est plus complexe que de tout résumer à un seul mode d'exploitation, quoi. C'est ça. On peut pas, voilà. Et enfin, quand je vois même des mecs qui vendent des formations sur les immeubles à la campagne, qui eux-mêmes n'en achètent plus parce qu'ils préfèrent acheter des commerces, tu vois, je me dis que Compliqué. c'est pour ça que nous, on veut vraiment vous orienter de manière la plus objective et qui nous semble la plus pertinente pour nous. Le plus adapté à votre situation. Voilà, bah, écoutez, on va clôturer cet épisode. L'idée, voilà, c'était vraiment de reprendre toutes les solutions d'investissement, que ce soit en partie locatif et une autre activité qui est le marchand, que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui peut être proposé en termes de location et du coup la partie marchand et comment choisir réellement entre les deux. L'idée, c'était vraiment de vous parler de ces deux activités. Et la prochain épisode, on parlera analyser une zone rentable. Comment analyser une zone rentable et comment, on va dire, faire une étude de marché. Ah, ça, c'est bien ça. Et je rappelle que tout ce qu'on évoque là est dans la formation qui est dans la JM Academy. Alors, il y a de l'accompagnement, mais il y a aussi une grosse formation théorique. Tous les sujets qu'on aborde là, ils y sont Beaucoup plus poussé, ouais. fois 10, beaucoup plus poussés, tout en détail dans la JM Academy. Et je vous invite vraiment à nous envoyer un message si vous voulez vous lancer avec des gens qui vont vous faire exploser. Parce que les premiers retours qu'on a de la JM Academy sont quand même Assez exceptionnel, ouais. excellents. Voilà.
Bon, c'est pas à Exactement. nous d'en parler parce qu'on on n'est pas très objectifs, diront les autres, mais les retours sont exceptionnels. On vous dit à très vite. Pensez toujours à s'abonner, partager au maximum et on se voit pour le prochain podcast.